Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Touchdown Actu. Lucas, voilà, très heureux d'être avec vous. Quatrième semaine de NFL désormais. Ça y est, on est entré dans le vif du sujet. La NFL Europe a démarré. C'est un petit peu le top départ du condensé de la saison régulière, hein. Quand la NFL Europe arrive, ça veut dire qu'on n'est plus au début de saison, on arrive dans le milieu. Il y a eu ce match donc à Dublin, vous en avez entendu parler. C'était dans le podcast d'hier, justement. Il y a eu aussi ce match entre les Chiefs et les Ravens, la défaite des Chargers. Tout cela a été évoqué dans le premier podcast. Et l'homme qui est avec moi aujourd'hui était là hier aussi. Il fait le back-to-back cette semaine. Raphaël Masmejean. Salut Raph, comment ça va? Salut Lucas, ça va très bien et bonjour à toutes et à tous. Raph, je le disais, quatrième semaine de NFL, ça y est, on va aborder aujourd'hui tous les autres matchs, ceux dont vous n'avez pas parlé hier, justement. On va parler de la première défaite des 49ers, des Buccaneers, la première défaite des Colts aussi. Mais on va surtout commencer par le feu d'artifice de la semaine, le podcast Jeune Actu, épisode 899. C'est tout de suite. C'est le match le plus spectaculaire de la semaine à minima, celui où on a vu le plus de points, 80 en tout, 40 de chaque côté pour un match nul entre les Cowboys et les Packers. On s'attendait à parler beaucoup de la défense parce que c'était le retour très attendu de Micah Parsons à Dallas. Et puis finalement, ce sont les attaques qui ont pris la lumière, Raph, avec 5 touchdowns de chaque côté, plus de 900 yards gagnés en tout sur tout le match au total. Il y a eu un suspense qui a duré jusqu'à la fin des prolongations, d'où le match nul. Raph, les Packers, on va parler d'eux d'abord. Ils ont eu le mental pour égaliser en fin de match, puis égaliser en Hmm. fin de prolongation aussi. Est-ce que c'est un résultat frustrant pour eux parce que, il fallait battre Dallas, parce que généralement, en tout cas sur le papier, ils étaient censés être au-dessus, ou au contraire, ils s'en sortent bien parce qu'ils ont évité la défaite? Résultat quand même frustrant, je trouve. On s'attendait à ce que Green Bay l'emporte plus facilement, peut-être que eux aussi. C'est vrai que sur le papier, ils ont plus de qualité en défense notamment. En attaque, on peut toujours en discuter, mais en défense, ils sont censés faire mieux que ce qu'ils ont pu proposer. Et donc, c'est vrai que dans cette course au titre de la NFC Nord avec les Lions dans laquelle ils semblent, ou en tout cas ils veulent être. C'est ce genre de défaite face à un adversaire qui est censé être à ta portée, c'est toujours problématique. Je mets des guillemets, je dis bien sûr censé parce que la réalité du terrain est souvent un peu autre que Oui, celle imaginée et fantasmée. surtout, tu dis défaite, c'est symptomatique parce que c'est pas une Oui, défaite, pardon. c'est un match nul, mais c'est vrai Ouais. que non, mais c'est symptomatique. C'est pour eux, c'est considéré le résultat en lui-même, si on met à part la physionomie du match, c'est considéré quasiment comme une défaite, en effet. Ouais, ouais, moi je trouve que ça reste sur le papier, c'est quand même une défaite pour. Enfin, c'est comme une défaite pour les Packers. Après, voilà, et effectivement, dans les faits, factuellement, par rapport au scénario du match, il sauve la défaite. Maintenant, sur un bilan NFL, un match nul, c'est pas tout. Enfin, c'est mieux qu'une défaite, mais on n'est pas comme au football avec 3 points, un point marqué pour un match nul par rapport à zéro. On est quand même sur quelque chose de plus qui apporte un peu moins quand même. Ce match nul, donc voilà. Et ils ont quand même eu chaud hein, parce que cette passe de Jordan Love à la toute dernière seconde en prolongation là, où le ballon tombe, rebondit sur le terrain à la 1 seconde de la fin. Ils sont quand même pas passés loin de la bourde monumentale, hein. Ouais, en effet, et tu l'as dit, ce match nul, ça va juste donner en fait des bilans un peu bizarres avec 2-1-1. Ça, pour les Mm. calculs aussi de classement, ça va être bizarre, mais c'est vrai que, comme tu le dis, ils sont pas passés loin. Et puis il y a cette défense qui a encaissé énormément de yards et 40 points aussi. Tu le disais, ils avaient très bien commencé, ils avaient fait des victoires où on s'était dit, où c'est vrai que les Packers, sur 2 semaines consécutives, on se dit, bon, il va falloir compter sur eux. Et puis même eux, notamment, on en a déjà parlé, ça commençait un petit peu à parler dans la presse en disant pourquoi pas finir invaincu. Alors c'est peut-être plus pour faire monter la pression, mais en tout cas, il commençait à se sentir en confiance. Et puis il y a eu la défaite la semaine dernière où l'attaque a été un peu plus en difficulté face à une grosse défense. Là, c'est la défense qui est un peu plus en difficulté face à une attaque, on en parlera, qui est plutôt solide. Et c'est vrai que du coup, ça fait 2 semaines qu'on a un sentiment partagé sur les Packers. Est-ce que ils se sont pas vus trop beaux? Est-ce qu'on les a pas vus trop beaux? Est-ce que c'est une saison qui va être sinusoïdale? Comment tu l'imagines au regard de ce match-là? On les a peut-être vus effectivement un peu trop beaux après le match en fait contre Détroit où Détroit arrivait avec le meilleur bilan de la NFC de l'an dernier.
Et on avait en tête le Détroit de l'an dernier. Et du coup, en première semaine, les Packers les battent facilement. Et on se dit, en plus, dans la foulée du trade pour Micah Parsons, c'est où tu penses que c'est l'élément qui leur manquait pour passer un cap, etc. Donc, ça a créé une espèce d'aura autour d'eux. Et c'est vrai qu'on a peut-être suranalysé ça, en ne prenant peut-être pas aussi assez en compte en miroir que les Lions avaient besoin d'un tout petit peu de temps après le départ de leur coordinateur pour se régler. Et du coup, oui, on les a sans doute un peu vus trop beaux, ils se sont vus un peu trop beaux, et finalement, ils continuent à avoir certains des petits problèmes qu'on a pu voir les saisons précédentes, et voilà. Ouais, c'est vrai que à minima, c'est inconstant depuis deux Mm. semaines. Après, ce qui peut être rassurant de mon côté, c'est le fait que c'est pas. Et à chaque fois, alors ça, ils perdent la semaine dernière, ils font match nul là, mais je veux dire, il y a à chaque fois, chaque match du bon à ressortir. Là, l'attaque ressort mieux que la semaine dernière. Alors, ils affrontent une défense qui est moins bonne que la semaine dernière, forcément. La défense est moins bonne, mais la semaine dernière, c'était plutôt pas mal. Il faut retrouver la constance sur toutes les équipes des deux côtés du ballon. C'est vrai que forcément, c'est pas évident, c'est quelque chose qui est pas évident, mais ils ont réussi à le faire contre les Lions, ils l'ont fait contre les Commanders aussi, on le rappelle, deux équipes qui étaient en playoff, voire même en finale pour les Commanders, finale NFC pour les Commanders l'an passé. Donc bon, à voir. Ils affronteront, j'ai pas regardé qui ils affronteront, mais je te le dirai tout à l'heure. Mais il y avait aussi le retour de Micah Parsons. On a parlé beaucoup de la défense, justement, qui prenait beaucoup de points. Qu'est-ce que tu as vu? Ça n'a pas été le retour attendu. En tout cas, on imaginait qu'il allait marcher sur ce match-là. Il fait pas un mauvais match, mais Non. quand la défense prend 40 points, c'est vrai que c'est difficile de le ressortir, mais il fallait en parler quand même. C'est le Micah Parsonico, j'en avais parlé mercredi dernier. Oui, 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 effectivement. Bah, il fait quand même un match un peu plus complet que ce que laisse penser le seul sac de la partie. Au final, il a 8 pressions dans ce match. Il réalise 8 pressions sur les 15 que réalise Green Bay. Donc, il est encore prépondérant dans le pass rush de Green Bay. Alors, il a peut-être pas l'action décisive qui fait basculer le match, ça c'est certain. Maintenant, sur l'ensemble, enfin, sur l'ensemble de la partie, moi je trouve qu'on voit, enfin, on sent encore sa présence et il a de l'impact. Et après, c'est plus sur les autres postes où ça s'est un peu effrité. Et ça permettra sans doute de faire la transition. Et il a affronté un Dak Prescott qui a été excellent et qui n'a pas perdu ses moyens face à la pression, qui a souvent réussi à lancer très vite. Et je trouve que Dallas a su bien gérer cette pression-là. Et face à, enfin, je sais pas si tu mets face à un quarterback beaucoup plus faible, Parsons aurait sans doute eu plus de sacs sur ce match aussi. Ouais, justement, Dak Prescott, 31 sur 40, 319 yards, 3 touchdowns, une interception, un touchdown au sol aussi. Ça fait 4 touchdowns en tout pour lui. Justement, cette équipe de Dallas et Dak Prescott notamment, on a l'impression que les Cowboys sont un petit peu rentrés entre guillemets dans l'anonymat. D'habitude, on en parle toujours d'une manière ou d'une autre. Hmm, Là, ils sont rentrés un petit peu dans la normalité, mais il y a un Dak Prescott qui fait un début de saison quand même exceptionnel. Quand on le regarde, les statistiques qu'il a, c'est exceptionnel. Alors le problème, c'est que ça gagne pas toujours, ça fait match nul là, hmm. mais en l'occurrence, Dak Prescott, lui, fait une belle saison et c'est agréable à regarder en plus. Oui, oui, c'est agréable à regarder. Il fait un très bon début de saison. On était plusieurs, hein, quand je dis on, enfin, dans médias confondus, spectateurs, fans, beaucoup s'attendaient à ce que Dallas soit quand même bon en attaque. C'est vrai que l'an dernier, Dak Prescott avait une saison un peu plus en dedans, mais il revenait de blessure. Tout n'avait pas été facile. Là, le nouveau coaching staff semble lui avoir redonné aussi un peu d'allant. Non, non, il fait une très bonne saison et clairement, si Dallas a ce bilan-là, si à l'opposé il avait une bonne défense, sans aucun doute le bilan collectif des Cowboys serait bien meilleur parce que l'attaque n'a rien à se reprocher sur ce début de saison. Même on parle de Dak Prescott, mais même un Javonte Williams au sol fait un excellent début de saison également. Ouais, Dak Prescott, c'est 1119 yards, c'est le quarterback qui a lancé le plus de yards en NFL actuellement. Et il l'a fait en plus avec un CeeDee Lamb qui était blessé. Sur ce match-là, on le rappelle, Hmm. il n'était pas là et ça n'a pas changé grand-chose. Ils mettent encore 40 points. Le problème, tu l'as dit, c'est cette défense-là qui prend énormément de points. Alors face aux Giants, elle a pris beaucoup de points, mais ça avait gagné. Face aux Packers, là, ça fait match nul. Ils sont à une victoire, deux défaites, un match nul. La défense, malheureusement, elle va les empêcher d'aller enfin, peu importe où ils veulent aller avec cette défense-là, on peut aller nulle part globalement. Oui, c'est ça. Tu peux pas gagner de manière régulière et continuer avec cette défense-là. Ils prennent encore une flopée de points. Ils sont dans une défense de zone parce qu'ils n'ont pas tout à fait les joueurs pour défendre en homme à homme. Mais le problème, c'est qu'en zone, on a l'impression qu'ils, et notamment sur le jeu en profondeur encore,
On a l'impression que c'est la galère totale. Jerry Jones nous avait vendu le trade de Micah Parsons parce que ça permettait, soi-disant, à ce que les équipes adverses courent moins bien face aux Cowboys parce que Micah Parsons défendait pas si bien que ça à la course, etc. Bon, bah, au final, Josh Jacobs leur roule dessus sans aucun problème. Donc, ouais, tu peux rien faire avec une telle défense, sincèrement. Et ce qui est inquiétant, c'est que, bon, on en est déjà à 4 semaines. Va y avoir peut-être un ou deux retours dans le backfield défensif, mais on n'a quand même pas l'impression qu'il y ait les clés en interne pour changer la donne, quoi. Non, je pense qu'en effet, il manque un minima de talent. Alors le système peut peut-être améliorer un petit peu ça, mais ça manque un peu de talent. Et là, ils partent vraiment trop loin. À la limite, ça Hmm. pourrait un peu s'améliorer, mais ils partent vraiment de très loin. Tu l'as dit, Josh Jacob, c'est 22 courses, 86 yards, 2 touchdowns au sol sur ce match-là. Et en sortant de backfield, il a aussi 4 réceptions, 71 yards. Pour le coup, lui, il fait une belle saison aussi. Mais c'est vrai que ça dénote d'une défense au sol compliquée pour les Cowboys. Je parlais de la semaine prochaine, les Cowboys recevront les Jets ou iront à New York pour affronter les Jets et les Packers, eux, recevront les Bengals. Donc on parlait d'un match où il va falloir être constant des deux côtés. C'est l'occasion pour repartir pour les Bengals, pour les Packers face aux Bengals. Donc on vérifiera ça. Une équipe pour qui tout va bien, pour le coup, en tout cas, quasiment, le champion en titre qui continue son début de saison parfait. C'était l'un des matchs les plus attendus au sommet de cette NFC. Deux équipes invaincues jusqu'alors, hein, avant ce match-là, et les Eagles qui se déplaçaient en Floride pour affronter les Buccaneers. Et les hommes de Nick Sirianni se sont imposés 31-25. Encore une fois, Philadelphia n'a joué quasiment qu'une mi-temps, hein, si on regarde ce match-là. Cette fois-ci, c'était l'inverse que la semaine dernière. C'était plutôt ils ont joué plutôt la première mi-temps, ils ont été plutôt au ralenti en seconde période, au point où Jalen Hurts a terminé la seconde période avec 0 yards à la passe. C'est plutôt particulier. Et pourtant, ils ont gagné. C'est surtout la défense qui a plié l'affaire avec notamment 2 stops dans le quatrième quart-temps sur les 2 drives qui auraient pu permettre aux Buccaneers d'égaliser. Raph, je le disais, les Eagles, ils ont joué encore une fois quasiment que 30 minutes. Est-ce qu'ils sont au-dessus de la NFC à ce point-là où ils peuvent se permettre de jouer 30 minutes face aux Rams la semaine dernière et gagner en deuxième mi-temps, 30 minutes face aux Buccaneers, qui sont deux équipes qui sont censées être des candidats en NFC, et gagner. Est-ce qu'ils sont à ce point-là au-dessus du lot, les Eagles? Bah écoute, moi je vais peut-être aller à contre-courant de pas mal de gens et je pense notamment à notre cher ami Victor que vous aurez l'occasion d'entendre dans d'autres podcasts. Moi je trouve que c'est un symbole et un signe de leur grande force en fait. Cette capacité à dominer les adversaires. Ils ne font qu'enchaîner les victoires. Alors oui, l'attaque avance plus dans le troisième, quatrième quart-temps. N'empêche que le football, c'est attaque-défense et que la défense, elle est présente. L'équipe spéciale bloque encore un punt qu'elle retourne en touchdown. La semaine dernière, c'était 2 field goals bloqués. C'est une équipe qui est ultra complète dans toutes les phases de jeu. Il gagne encore une fois avec un Edgy Brown à nouveau transparent, alors que la semaine d'avant, c'est lui qui sonne la révolte en attaque. Enfin, pour moi, c'est bien coaché. Il y a tellement de talent qu'en fait, ils arrivent toujours à trouver des moyens de gagner. Et pour le coup, je trouve le score en partie flatteur pour Tampa Bay, parce que, il y a notamment, enfin, ils sont à 25 points, mais parce qu'à la fin, les Eagles font exprès de prendre un safety pour que le chrono tombe à zéro. Euh, T'es à 8 points sans aucune garantie que Tampa soit capable de les remonter ces 8 points. Pendant 3 quarts temps, quand même, les Eagles mettent la tête sous l'eau à Tampa et Tampa n'existe pas. Je sais pas, moi je vois pas tant d'équipes comme ça qui sont capables de mettre la tête sous l'eau de leurs adversaires aussi facilement et des adversaires costauds. Donc moi je les trouve très très forts. Ouais, et puis c'est de manière différente. C'est cette équipe des Eagles qu'on retrouve un petit peu, c'est qu'ils sont capables en effet, de dominer l'adversaire de manière différente. La semaine dernière, c'était pas tout à fait la même physionomie Hmm. que cette semaine-là, et pourtant, ça finit en victoire. Et puis, on n'est pas contre des équipes, de faibles équipes, où on se dit, oh, tu laisses cette équipe-là dans le match, alors que c'est une équipe moyenne. Là, on est contre des grosses équipes. On est contre des Rams qui n'avaient pas perdu la semaine dernière avant cela, si je me trompe pas. On est contre des Buccaneers Ouais. qui n'avaient pas perdu avant cela. Oui, tout n'est pas parfait, mais qui fait un match parfait? Personne ne fait des matchs parfaits. Et pourtant, ça gagne, c'est dominant, de manière différente. Le moment où tout va cliquer, ils seront injouables. Ils seront injouables parce que je suis assez d'accord avec toi. Là, sur ce match-là, il n'y a que 200 yards en attaque, 376 pour les Buccaneers. Il y a un 5 sur 14 sur troisième tentative, il y a beaucoup de pénalités, mais il y a un touchdown sur un bloc de punt. Il y a des choses qui se passent, et c'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant et moi je les trouve, donc on parle le terrain, etc., mais je les trouve aussi très forts mentalement dans le sens,
quand Tampa commence à revenir, je sens pas les Eagles paniquer, je sens pas Jalen Hurts se mettre à paniquer. Ok, ça clique pas en attaque, mais il y a la défense. Le coaching se met pas à prendre des décisions cheloues, à appeler des temps morts dans tous les sens pour essayer de sauver Enfin, je sais pas, je trouve qu'ils dégagent malgré tout une forme de sérénité psychologique, ils sont sûrs de leur force. Et bah ok, cette fois l'attaque ça passe un peu moins, on repart sur d'autres fondamentaux. T'as un Quinion Mitchell, par exemple, le cornerback, joueur de deuxième année, qui fait un match exceptionnel contre Egbuka, qui lui autorise que 2 réceptions pour 6 yards quand il est face à Egbuka. Enfin, je veux dire, c'est quand même une équipe qui a une palette de joueurs qui lui permet de faire des résultats. Donc ouais, je suis un peu comme toi. Quand ça va quand tout va cliquer, ça va être impressionnant. Et j'ai même envie de te dire qu'à quelque part, ils n'ont pas besoin que tout clique parce que enfin, t'es aussi champion par rapport aux autres. Et t'as pas besoin de faire tout le temps une saison parfaite à 17 victoires pour être champion, en fait. Il faut gagner les matchs quand il faut gagner les bons matchs, et t'as besoin juste d'être meilleur que les autres. Et si les autres sont un peu en dessous, bah, le niveau des Eagles actuellement fait que c'est la meilleure équipe de la ligue actuellement, tu vois. Donc, Oui, sans souci, hein. ouais, Et puis alors, ils font ça à 30 par 37 degrés, hein. On le rappelle, hein, ouais, c'était en Floride, ouais. je l'ai dit, et c'est pas évident. Victor le disait la semaine dernière, c'est pas évident pour des équipes qui sont dans le nord des États-Unis, arriver à cette période de l'année, enfin septembre, début octobre, arriver dans des endroits où il fait encore très chaud. C'est vrai que c'est très impressionnant. Donc pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est pour moi un bon point pour les Eagles. En face, il y avait les Buccaneers et j'ai eu peur quand j'ai regardé ce match-là, Raph, parce que ça faisait une semaine que je disais que les Buccaneers, peu importe contre qui ils allaient jouer, ça serait un match serré. Même s'ils jouaient contre une équipe plus faible, une équipe plus forte, ça serait un match serré. Ils étaient menés de 21 points et je me suis dit, bon, ben, j'ai dit une super bannerie. Et puis finalement, ils sont quand même réussi à revenir. Alors ça a été un peu trop court, mais au moins ils sont revenus. Ils ont fait ce match serré-là. Je l'ai dit, ils ont eu deux drives pour égaliser. Il y a le retour de Chris Goodwin pardon, et Tristan Wirfs qui fait du bien aussi. Cette équipe de Buccaneers, elle n'est pas encore au niveau des Eagles, mais elle a montré aussi que bah, déjà il y aura du caractère et ça prouve ce que je disais, c'est que cette équipe-là, il faut la finir Ouais. quand on peut, parce qu'elle va avoir le caractère pour revenir, pour embêter, que ce soit en playoff ou pas. Je pense que cette équipe-là, elle peut être poil à gratter. Je suis d'accord avec toi, elle a le caractère pour revenir, elle a les talents offensifs, les playmakers pour revenir aussi. Baker Mayfield, Egbuka, Chris Godwin qui revient, Bucky Irving aussi qui fait quand même un bon match, notamment en deuxième mi-temps. Donc si tu te prends pas un petit matelas d'avance face à eux, tu te mets en difficulté et tu leur donnes clairement la possibilité de te passer devant au dernier moment. Donc oui, c'est une équipe qu'il faut vraiment essayer de dominer au maximum comme bah, les Eagles l'ont fait pour se donner suffisamment de marge pour pas perdre cette fois-là. Donc, ouais, force de mentalité. Attention, va falloir quand même qu'ils surveillent leurs équipes spéciales du côté de Tampa. La semaine dernière, ils se font contre un field goal que les Jets transforment en touchdown. Cette fois, c'est un punt. C'est déjà le deuxième punt de la saison qui est contré face aux Buccaneers. Personne n'a fait pire, entre guillemets, après 4 semaines. Donc, quand même, attention à surveiller cette phase de jeu parce que c'est une phase de jeu qui paraît anodine, mais qui peut te coûter un match, clairement. Surtout face à des grosses équipes où la Mm. moindre erreur peut se payer cash. Tu parlais d'Irving qui faisait un plutôt beau match. 15 courses, 63 yards, 5 réceptions, 102 yards, un touchdown. C'est pas mal. Plus de 160 yards de la ligne de scrimmage, c'est plutôt pas mal. En effet, les Buccaneers qui iront à Seattle la semaine prochaine pour jouer face aux Seahawks. Les Eagles recevront Mm. les Broncos. Ça sera intéressant à Ouais. regarder aussi. On passe désormais à l'une des curiosités de cette semaine. C'était le déplacement des Colts invaincus face aux Rams à Los Angeles. Ils affrontaient l'une des grosses équipes de la NFC, on en a parlé. Matthew Stafford et les siens se sont imposés 27-20 dans un match qui était très serré. Et il aura fallu notamment un touchdown de 88 yards de Tutu Atwell dans le quatrième quart-temps pour donner l'avantage définitif aux Rams. On va quand même parler des Colts parce que je l'ai dit, c'était un peu la curiosité. Ils étaient invaincus, ils arrivaient avec le meilleur bilan. Ils ont joué les yeux dans les yeux face à l'une des meilleures équipes de la NFC. Malheureusement, le problème, c'est que la semaine dernière, notamment, on disait que ce qui faisait leur force, c'est qu'ils faisaient peu d'erreurs. Là, il y a quand même deux interceptions et un fumble. Il y a un touchdown annulé sur un holding dans le quatrième quart-temps qui aurait pu faire du mal Mm. aux Rams. Il y a un touchdown aussi qui aurait dû être un touchdown de Mitchell. Si vous avez vu l'image, il lâche le ballon juste avant la end zone. Il y a beaucoup de pénalités. Cette fois-ci, ils ont fait des erreurs qu'on aurait pu imaginer en début de saison qu'ils ne faisaient pas. Et ça leur a coûté cher. Oui, ça leur a coûté le cher, ça leur coûte certainement la victoire. Enfin, les deux bourdes d'Adonai Mitchell, le receveur, parce que c'est lui aussi qui fait la faute pour holding sur Oui. le touchdown de Jonathan Taylor. En plus, bon, le holding est
pas est un peu dur parce que franchement, bon bref, c'est un autre débat, mais c'est vrai qu'il est responsable de il coûte clairement de touchdowns parce que comme tu le dis, hein, son relâché de ballon, enfin, il est tout seul devant la ligne d'en but. Il y a zéro doute que normalement il y a touchdown. Il y a pas de, Ouais, et allez il y a voir pas un, l'image, hein, pour vous. ouais, il y a pas un potentiel retour d'un défenseur possible. Enfin, je veux dire, c'est touchdown normalement. Et c'est un touchdown qui arrive juste après la reprise, donc seconde mi-temps, et qui aurait dû permettre aux Colts de passer devant et d'augmenter de prendre quand même quelques points d'avance. Donc oui, ils ont ces boulettes-là qui leur coûtent cher. Ils font ces deux interceptions, notamment la dernière de Daniel Jones, elle est vraiment pour lui. Il lance son double couverture. Enfin, c'est pas un choix très judicieux pour le coup. Il est responsable. Donc ouais, c'est le premier petit retour sur terre. Mais comme toi, je trouve que malgré tout, le match est assez positif en quelque sorte du côté des Colts parce qu'il montre quand même qu'il y a des bonnes choses dans cette équipe. Et sincèrement, alors, braquer, c'est peut-être un peu excessif en disant que les Rams les braquent, mais les Rams, à chaque fois, marquent juste avant la fin de la première mi-temps, marquent juste avant la fin du match, et c'est ce qui leur permet à chaque fois de repasser devant. Et c'est presque une victoire par le talent pur, j'ai envie de dire, des Rams, plus qu'une victoire collective. Et c'est en ça que je trouve positif du côté des Colts, c'est qu'il y a quand même un groupe cohérent, et ces quelques petites erreurs bourdes, elles me semblent gommables, et tu peux faire mieux, quoi. Ouais, parce qu'on ne les attendait pas là à ce moment-là. Ça C'est ça. fait 3 semaines qu'ils jouent contre des équipes qui étaient moyennes, où on se disait l'adversité est peut-être pas au top. Et finalement, eh ben, quand on les voit jouer face aux Rams, alors oui, il y a ces erreurs-là qui, comme tu dis, peuvent être gommées, à voir si ça sera récurrent. On le disait la semaine dernière, moi désormais, ce que j'ai envie de voir, la semaine prochaine, ils jouent face aux Raiders, c'est j'ai envie de voir le moment où ils vont perdre ce match-là, où il y aura les erreurs. Est-ce que la semaine prochaine, ils vont revenir à ce qu'ils savaient faire, ou en tout cas revenir à des matchs sans erreur? Ou est-ce qu'ils vont chuter mentalement? Et le symbole, ça sera Daniel Jones. Ça va être Mm. curieux de voir ça la semaine prochaine, mais quand on voit ce match-là, on se dit, voilà, ils ont joué les yeux dans les yeux face aux Rams, qui est une très belle équipe, on va en parler. On les attendait pas là, ils sont à 3-1, c'est très correct. On va le voir dans cette division, ils ont pour l'instant la main. Donc c'est vrai que c'est pas. Je pense qu'ils rentrent peut-être un peu frustrés, mais ils rentrent en se disant. Il y a de quoi progresser, mais il y a quand même des bases qu'on a validées dans ce début de saison qui peuvent nous permettre d'avancer. Après, en face, il y a une grosse équipe de Los Angeles. En tout cas, il y a une armada offensive. Il y a une défense qui est capable de faire les plays quand il faut en fin de match avec ses interceptions et ses fumbles. C'est vrai on l'a dit, c'est l'une des grosses équipes et on a retrouvé des Rams mode diesel qui ont commencé un peu doucement et qui ont bien fini, Raph. Ouais, qu'on bien fini. Des Rams, je trouve qu'ils là ont vraiment illustré le côté clutch de leurs joueurs. C'est vraiment les bonnes actions au bon moment quand il fallait, Expérience. même sur le pass rush, etc. Parce que malgré tout, dans le contenu entier d'un match, sur ce match-là, il y a quand même des petites failles. Il y a quelques troisièmes tentatives ratées. Il y a une défense aérienne qui a été assez permissive par moment, mais qui va faire les interceptions qui changent la donne. Donc il y a un Puka Nacua énorme par contre, franchement, c'est juste 170 yards. hallucinant. 170 yards. Ouais, c'est vrai. Et ce que je trouve très très fort avec Puka Nacua, si on peut juste un peu dévier sur lui, c'est qu'en plus, on sait, enfin, je veux dire, c'est le centre du jeu offensif des Rams. Il est visé 15 fois cette semaine. La semaine dernière, c'était 15 fois. En semaine 1, c'était 13 fois. Enfin, je veux dire, les équipes adverses, les défenses adverses savent que Matthew Stafford va le viser. C'est pas une surprise, c'est pas un joueur qui sort de nulle part avec des jeux exprès parce que c'est un gadget, etc. Non, on sait que il va être visé et pourtant il fait ses réceptions. Personne n'arrive vraiment à le bloquer. C'est assez énorme. On sait en plus que quand Matthew Stafford, quand il a un jouet, entre guillemets, il l'alimente, il suralimente. Oui, On rappelle de l'année où Cooper Cup finit avec la triple couronne, touchdown, réception et tout ça. Mais en même temps, pourquoi ne pas donner le ballon à Pukanacua? Tu le dis, oui, il est visé 15 fois, il fait 13 réceptions, donc il n'y a pas beaucoup de déchets quand même. oui, 170 yards, un touchdown. C'est vrai que l'arrivée de Davante Adams aussi fait du bien, parce que ça a permis à Nakua d'être encore plus dans le slot, et donc du coup d'avoir une palette de courses et de routes qui est incroyable. Et puis, comme tu le dis, c'est le centre du jeu. Mais autour de lui, il y a un Davante Adams qui fait 56 yards, un touchdown. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de dire on est que hum, sur Nakua. Il y a un jeu au sol qui est plutôt performant avec Williams. Et donc, du coup, on ne peut pas non plus se dire ah, c'est que sur Nakua et pas de jeu. Donc, c'est vrai que c'est une armada avec un joueur qui sort du lot et c'est impressionnant. La défense qui fait les jeux, comme tu le dis, ça va pas être évident d'aller gagner à Los Angeles pour les équipes. non. Je pense, on les a vus la semaine dernière plutôt bons aussi contre les Eagles, même s'ils n'ont pas été. Il va falloir qu'il soit constant. Peut-être c'est ça, trouver constant sur un match. Ouais, constance sur un match. Et je trouve d'ailleurs que cette constance,
on la voit un peu sur leur troisième tentative. De mémoire, là, sur ce match, ils sont autour de 35% sur troisième tentative. C'est que pour le moment, ils n'arrivent pas encore à bouger les chaînes en attaque, notamment de manière très constante. C'est beaucoup de coups d'éclat et tant mieux parce qu'il y a plein d'équipes qui sont pas capables de les faire, ces coups d'éclat. Donc, ça les met déjà bien au-dessus de pas mal. Mais c'est voilà, c'est vrai que cette constance dans un match, que ce soit en attaque ou en défense, elle leur manque encore un peu. Et pareil, s'ils arrivent à trouver un meilleur rythme là-dessus, bon, bah, il faudra aller les chercher clairement. 4 sur 12 sur troisième tentative, en Ouais. effet, ça peut être mieux. Ils joueront face aux 49ers jeudi soir. Le Thursday Night Football, ça va être aussi sympa à regarder parce qu'on le sait, Si- ces matchs de NFC West, ouais, tu voulais dire un truc? J'allais dire s'il reste un joueur aux 49ers d'ici jeudi soir, hein, parce que là, Oui. que 4 jours de repos pour les 49ers, c'est Ouais, vraiment c'est pas. pas assez. C'est pas assez. Bon, il y a bien, ouais, Shanahan va bien trouver quelqu'un pour pouvoir Ouais, courir. Mais c'est vrai que c'est pas assez. Et après, on sait que ces matchs de NFC West, ça peut toujours c'est faire vrai, un peu c'est dans vrai. un sens comme dans l'autre. On l'a vu jeudi dernier, hein, c'était les Cardinals face aux Seahawks. Les Colts, eux, joueront face aux Raiders, donc on va observer leur réaction, entre guillemets. Les Raiders, justement, ils affrontaient les Bears. Et c'était la deuxième victoire consécutive de Chicago qui s'est fait au bout du suspense, un succès 25-24. Las Vegas qui doit notamment, qui s'est vu bloquer un field goal par Chicago dans la dernière minute. Avant cela, Caleb Williams et son attaque avaient organisé un drive de plus de 5 minutes, 69 yards pour inscrire un touchdown et donc prendre ce petit point d'avance. Ben Johnson a enchaîné une deuxième victoire consécutive à la tête des Bears. La semaine dernière, on a vu un super match offensif des Bears. Là, c'était un peu plus inégal, mais il y a ce dernier drive qui est quand même convaincant. Je l'ai dit, 5 minutes, 69 yards pour passer devant. Il y a un 7 sur 16 sur troisième tentative. C'est un peu mieux que qu'on disait le 4 sur 12. C'est moins impressionnant que la semaine dernière, mais ça gagne et ça gagne ou en tout cas ça avance dans les moments où il le faut pour les Bears. Oui, ça avance dans les moments où il le faut, et j'ai presque envie de dire, je sais pas si tu seras d'accord, mais que à quelque part pour ces Bears-là et pour Ben Johnson, dans un premier temps, le contenu c'est presque annexe, dans le sens où je pense que c'est une franchise qui a besoin un peu de gagner, de commencer à faire des séries de victoires, là une deuxième, de commencer à se dire, ok, on va faire quelques matchs moches, mais par rapport à l'an dernier, les matchs moches, on est capable de les gagner cette fois, La et confiance. des fois, voilà, c'est aussi comme ça que tu crées un peu une culture d'équipe, et de franchise. Tout ne va pas tout le temps être joli. Et de toute façon, il y a peu de chances de faire une ensemble de saisons parfaites avec que des super matchs et que tout ça. Les Bears sont en reconstruction, c'est un nouveau coach. Moi, je crois quand même pas mal au cercle vertueux de la victoire, et que plus tu gagnes, plus un groupe prend de la confiance et plus les choses il y a un déclic. Et donc, Chicago, je ne l'ai pas en tête, mais je suis à peu près sûr que l'an dernier, les Bears n'ont pas fait beaucoup de séries de deux victoires, n'ont pas souvent enchaîné des victoires. Donc, euh, donc, si tu veux, rien que pour eux, déjà, je trouve qu'enchaîner des victoires, et le contenu, à mon sens, est presque annexe. Oui, parce que il joue à Las Vegas, par exemple. Je n'ai pas exactement en tête le retour en avion, mais les consultants en parlent beaucoup souvent. Rentrer de Las Vegas à Chicago, il y a au moins quelques heures d'avion. On connaît les États-Unis. Rentrer avec une défaite, parce que du coup là on est à 25-24. Je l'ai dit, il y a un field goal qui est bloqué en toute fin de match pour éviter la défaite. Rentrer à 25-24 avec une victoire, ou rentrer avec une défaite à donc 27-25, alors que le contenu est littéralement le même, mais dans la tête c'est Hmm. totalement différent. On passe à juste une main qui bloque un field goal. Et dans la tête, la confiance, comme tu l'as dit, deux victoires consécutives, ça change beaucoup de choses. Il y a une défense qui en plus, pareil, prend quelques points, mais qui va chercher des turnovers quand il le faut. Et ça aussi, c'est une bonne chose parce qu'elle prend beaucoup de yards. Il y a 350 yards qui est encaissé par les Bears, 240 au sol non aussi. Mais par contre, il y a des turnovers 4 qui sont provoqués, des pertes de balles. Et ça aussi, c'est un peu une différence par rapport à l'année dernière. Ouais, c'est Denis Allen, le coordinateur défensif, est vraiment en train de commencer à construire quelque chose d'assez cohérent du côté des Bears. Il redonne vie à Kevin Byard, le safety, qui semblait un peu en dedans ces derniers temps, et qui là revient de quasiment nulle part pour être excellent. Je trouve aussi que cette défense, en tout cas, plie mais ne rompt pas grâce à ses interceptions, grâce à ses pertes de balles provoquées. Donc c'est un bon début. C'est un bon début. Ça a l'air de partir dans le bon sens du côté de Washington. N'importe quoi du côté des Bears. Va falloir confirmer. Mais ouais, c'est pas mal quand même.
Rapidement, un mot sur les Raiders qui ont du talent. On a vu un Max Crosby qui était partout, hein. Il a une interception sur un ballon qui dévie lui-même, qui récupère. Il y a un Sean Genty qui a été plutôt très bon et on le voit quand il est dans Mm. l'espace, il est bon, mais il y a toujours les mêmes problèmes. Il y a un Geno Smith qui lance trois interceptions sur ce Ouais. match-là. La ligne offensive est toujours aussi permissive, tu le disais. Donc c'est toujours les mêmes soucis et malheureusement là ça perd contre une équipe qui est pas censée être meilleure ou en tout cas Ouais. Mm. et c'est pas bon signe pour Pete Carroll et les Raiders. Non, effectivement, c'est pas bon signe. C'est le genre de match dans un bon scénario qu'ils auraient dû aller chercher. Et je suis d'accord, en fait, le souci, c'est que ça va faire 4 semaines. Et les soucis de ligne offensive, on les voit. En défense, c'est quand même un peu léger en dehors de Max Crosby. Euh, ouais, pour le moment, on n'arrive pas à trouver la bonne solution du côté des Raiders. Il faut que Geno Smith se reprenne vite parce que de toute manière, quand ton quarterback fait 3 interceptions par match, c'est le deuxième match de suite hein, avec 3 interceptions pour Geno Smith. Bon, enfin, tu peux déjà hisser le drapeau blanc. Enfin, tu peux pas te permettre de perdre autant de ballons. Ils ont pas la marge pour perdre autant de ballons. Je veux dire, ils sont pas suffisamment forts pour faire ça. Donc, il faut régler ça. Il y a du boulot, ouais. Je le disais, c'est le moment de la statistique qui ne sert à rien. Ashton Genty qui fait 21 courses, 138 yards, un touchdown à la course, deux réceptions, deux touchdowns. En tout, il a trois touchdowns. Dans l'histoire des Bears, 106 ans, l'histoire des Bears, 1490 matchs. Il y a trois rookies seulement qui ont marqué trois touchdowns sur le même match. Je ne vais pas Ok. forcément te demander lesquels, mais je vais les Ouais, donner parce que c'est Randy Moss en 98 qui avait marqué trois touchdowns en tant que rookie aux Bears et c'est Adrian Peterson en 2007 qui était rookie. C'est juste pour dire que c'est pas mal. voilà. C'est juste pour. Voilà. Ah, et puis Ashton Genty, du coup, qui rentre dans cette catégorie-là. Et puis pour dire que du coup, on rajeunit pas forcément, hein. Adrian Peterson, Non. rookie en 2007, ça fait déjà pas loin de 20 ans. Voilà, je le dis comme ça, on est à 18 ans. Donc juste, voilà, je Ok, place ok, ça comme ça. ok. Les Raiders, donc, qui joueront à Indianapolis face aux Colts, pas forcément un match évident encore, ça pourrait perdre encore parce que le Hmm. bilan des Raiders, c'est une victoire et trois défaites. La seule victoire, c'était face aux Patriots en début de saison, le premier match. Les Bears seront, eux, en repos la semaine prochaine. Comme imaginé, les Lions ont fait le travail à domicile face aux Browns, on pouvait s'en douter. Une victoire 34-10 qui a été quand même relativement serrée. Le match a été plutôt serré sur les trois premiers quarts-temps notamment. Mais quand il a fallu accélérer, les Lions l'ont fait avec notamment un touchdown sur retour de punt et aussi deux touchdowns d'Amon-Ra St. Brown. Les Browns, à minima, ont montré qu'ils n'étaient pas évidents à manœuvrer, quoi qu'il arrive, même face à une grosse armada offensive. 277 yards seulement encaissés. Ça reste la meilleure défense. Mais il y avait trop de talent à Détroit sur ce match-là pour pouvoir résister vraiment pour les Browns. Oui, c'est vraiment côté Brown, c'est le copier-coller de la semaine 1, de la semaine 2, et alors pas de la semaine 3 parce qu'ils surprennent un peu, ils surprennent les Packers, mais même le scénario face aux Packers était globalement identique. Oui. C'était une défense qui tient 3 quarts-temps, qui théoriquement laisse l'adversaire à portée de tir, sauf que l'attaque est pas capable de faire grand-chose. Joe Flacco est complètement dépassé, sincèrement, il arrive à plus faire grand-chose. Encore des interceptions, un très faible pourcentage de passes complétées. Voilà, et donc c'est semaine après semaine, c'est le même scénario, et donc du coup, le fait que l'attaque donne en permanence, redonne en permanence le ballon à l'adversaire, que tu ne marques pas des points, bah derrière tu finis par craquer mécaniquement, et donc ils perdent le match. Donc là, franchement, à part un changement profond dans l'attaque Bah de justement, Cleveland, le changement, il est peut-être tout vu. Dylan Gabriel, le quarterback rookie, tu l'as dit, Joe Flacco, il est en difficulté, c'est sur 34, 184 yards, deux interceptions. Est-ce qu'on tente l'expérience Gabriel, qui est le rookie quarterback derrière Flacco? moi, j'aurais envie de te dire oui. C'est bien possible que Dylan Gabriel soit pas tout à fait prêt et c'est bien possible que les Browns continuent à perdre avec Dylan Gabriel. Par contre, ne serait-ce Stefanski pour le bien de son groupe et pour sa défense, etc., je pense qu'il est obligé aussi en tant que coach de montrer qu'il met les meilleurs sur le terrain et de montrer qu'il tente quelque chose pour aider son équipe. Parce que là, clairement, il ne les aide pas avec Joe Flacco. Donc oui, je pense qu'il faut tenter Dylan Gabriel. Ouais. Ouais, ben on verra, ça sera face aux Vikings, c'est à Londres la semaine prochaine, donc à voir si il attend de rentrer de Londres ou Peut-être. de le tenter, on verra. De l'autre côté, rapidement, l'attaque, on la connaît, elle a été très performante, encore une fois, avec un Gibbs qui est très bon, un Amon-Ra St. Brown qui a deux touchdowns. J'avais envie de parler un petit peu de la défense, pour le coup, et notamment de la ligne défensive. On avait beaucoup d'attentes sur cette ligne défensive, et avec, en tête de pro, Aidan Hutchinson, il fait deux sacks, quatre QB hits, un fumble forcé. C'est un peu le symbole d'une ligne défensive qui commence à mettre de plus en plus de pression et
qui est plutôt pas mal et qui peut amener cette équipe de Détroit encore un peu plus loin. Yeah, gros retour de Hutchinson et de cette défense hein, qui globalement crée de plus en plus de turnover, mais de plus en plus de pression les semaines passant. Pareil, peut-être que le coordinateur défensif, le nouveau coordinateur défensif, Kelvin Shepard, a eu besoin d'un peu de temps aussi pour mettre en place ce qu'il voulait et que ses joueurs retrouvent la forme. Et de surcroît, Hutchinson en plus revenait d'une grosse blessure, donc je pense que lui aussi, peut-être physiquement, il lui faut un peu en mode diesel de plus en plus jouer pour prendre confiance. Mais c'est vrai que depuis maintenant depuis 3 semaines et en tout cas depuis leur défaite inaugurale, les Lions recommencent à devenir l'équipe de l'an dernier et semblent extrêmement complets. Ouais. Ouais, c'est drôle parce qu'on dit qu'ils avaient besoin un peu de temps, et je suis d'accord avec toi, on le répète C'est une souvent. semaine. Et au final, ils ont perdu une semaine, ils se sont fait un peu surprendre par des Packers, peut-être qu'ils t'attendaient pas à ce niveau. Et puis là, depuis, c'est quand même 3 victoires, une belle victoire face aux Ravens la semaine dernière. Donc c'est plutôt pas mal. Ils jouent les Bengals la semaine prochaine, donc ça sera à voir. On termine la NFC avec la défaite des Commanders à Atlanta. Les Commanders qui n'y arrivent pas vraiment à l'extérieur, ils sont à 2 défaites en 2 matchs depuis le début de la saison. Ils ont perdu face aux Falcons 34-27. Ils étaient toujours privés de Jaden Daniel, les joueurs de Washington, et ils se sont fait surprendre par la force offensive des visiteurs, enfin par des locaux du jour. Michael Penix, Bijan Robinson qui se sont régalés. L'attaque d'Atlanta qui a marqué son plus haut total de la saison. Ça lave un peu l'affront du zéro pointé de la semaine dernière. Ça a rassuré un petit peu cette attaque des Falcons. Oui, c'est sûr que ça rassure un peu et on espère quand même qu'ils sont plus proches globalement de ce niveau-là que celui de la semaine dernière. Donc maintenant, il va vraiment falloir que Michael Penix montre qu'il est capable de d'attaquer, j'ai envie de dire, avec La constance. rigueur, non, c'est pas le Avec terme, mais un peu plus de hmm. constance. Un peu plus de constance Ouais, pour Michael Penix. ouais, plus de constance. Et là, c'est vrai que ce qui a fait la différence sur ce match, c'est vraiment son jeu de passe en profondeur. De la semaine 1 à la semaine 3, Michael Penix, il était à 1 sur 19 sur les passes de plus de 15 yards, qui traversent plus de 15 yards dans les airs. Sur ce match-là, il est à 5 sur 8. Donc ça fait quand même, le ratio est nettement supérieur. Et cette capacité à faire des jeux explosifs aide clairement l'attaque d'Atlanta. Donc il faut rester là-dessus. En attaque, en tout cas, c'est la confirmation qu'ils peuvent faire mieux. Donc maintenant, il faut que les hommes de Zach Robinson, le coordinateur offensif, bah ouais, trouvent cette régularité. Oui, parce que sur ce match-là, il fait 313 yards, Michael Penix. Il y a un Bijan Robinson qui a 75 yards. C'est sûr que au sol, c'est sûr que c'est bien aussi de retrouver ce jeu au sol. C'est un peu l'identité des Falcons. Hmm. Maintenant, il faut de la constance. De l'autre côté, les Commanders, s'ils ont laissé un peu trop de latitude justement à cette équipe-là, ils se sont fait surprendre. On les attendait meilleurs. Ils se sont fait surprendre et s'imposent toujours pas à l'extérieur, ce que je disais. Ouais, ils s'imposent toujours pas à l'extérieur. En attaque, ils ont vraiment ramé, notamment sur les troisièmes tentatives. Ils sont à 1 sur 8 en troisième tentative. Donc, clairement, c'est ce genre de moment où tu regrettes peut-être le Jaden Daniels qui est blessé et même un Terry McLaurin qui sont blessés. Peut-être que ça pèse un peu quand tu es là sur ces moments-là chauds. Et donc, tu as cette attaque décevante, mais qui a peut-être les circonstances, on va dire, atténuantes des blessures. Et la défense aussi, quand même. La défense des Commanders est assez décevante pour le coup. Pas de ballon volé. Si je dis pas de bêtises, ils ont toujours pas volé de ballon depuis la semaine 1. Bon, et quand le problème, c'est que quand tu crées pas de turnover en NFL, ça veut dire enfin, il faut au moins que tu aies une défense ultra solide avec des joueurs très solides, ce qui est pas le cas en fait des Commanders. Ils ont pas des cornerbacks capables de shutdown l'adversaire, ils ont pas une ligne défensive impressionnante. Donc si en plus ils n'arrivent pas à créer les turnovers pour pallier les yards qu'ils se prennent, bah ça tourne court, ouais. Ouais, les Commanders qui joueront à Los Angeles la semaine prochaine pour affronter les Chargers. Des Chargers qui seront certainement revanchards, deux équipes qui ont perdu. Les Falcons seront en repos. Et juste avant de passer à l'AFC, je rectifie ce que je disais parce que vous l'aurez peut-être noté. J'ai dit que tout à l'heure, les Lions Et joueront les bah, Bengals et les Packers joueront les Bengals. Les Bengals ne vont pas jouer deux équipes le week-end prochain. Simplement, les Packers sont en repos la semaine prochaine. Donc leur prochain adversaire sera bien les Bengals, mais ce sera dans 2 semaines. Donc vous avez le planning des Bengals, Bengals face aux Lions et Bengals face aux Packers. Et justement, les Bengals, on va en parler. Denver Broncos 28, Cincinnati Bengals 3 pour le dernier match de ce week-end, l'un des deux qui a été joué ce lundi. Les hommes de Sean Payton ont parfaitement fait le boulot. Denver avait ouvert le score avec un field goal 3-0, sauf que dans la foulée du match, ils n'ont marqué aucun point. Ils sont restés à 3 points. La défense des Broncos a été étouffante avec seulement 159 yards
encaissé. L'attaque a fait le travail dans la foulée. 4 touchdowns marqués, un jeu au sol impressionnant avec 186 yards à la course. On parle beaucoup de cette défense des Broncos, Raph, mais j'aimerais qu'on parle un peu de cette attaque. Elle commence, dans la globalité, à prendre un petit peu d'épaisseur. Là aussi, ça a mis un petit peu de temps. On n'est qu'à 4 semaines. Mais quand elle fait un match comme ça, certes, c'est face aux Bengals, mais c'est plutôt réjouissant pour les supporters des Broncos. Oui, c'est rassurant. Tu as vraiment des belles séquences offensives. Je pense notamment à la série offensive juste avant la mi-temps où Bonix, en 1 minute, remonte 80 yards à coup de passe et ça se finit par un touchdown de Cortland Sutton. Où tu dis, ouais, ouais, quand même, il y a le jeu offensif est capable de bien dérouler. On a un J.K. Dobbins qui dépasse les 100 yards. Ça faisait 38 matchs de suite qu'aucun coureur des Broncos n'avait dépassé les 100 yards. Donc, mine de rien, ça veut aussi dire que, quand même, en termes de play calling, en termes de coureurs, on a maintenant un joueur qui est capable de faire mieux que ce qu'on pouvait proposer les saisons passées. Donc, je suis d'accord, l'attaque de Denver va mieux, commence à retrouver vraiment un peu le rythme de fin de saison dernière. Après, c'est marrant parce qu'avant ce match, ils avaient un bilan qui était moins bon que celui de Cincinnati. Mais il y avait pas photo. Et c'est vrai que Denver, faut peut-être pas trop oublier non plus que les deux matchs qu'ils perdent, c'est sur des field goals à la dernière seconde. Donc c'est vrai qu'avec un petit coup du destin, ils auraient pu avoir un bilan un peu meilleur que celui avec lequel ils se présentaient ce soir. Donc ils étaient pas, pour moi, ils étaient pas à la ramasse. Ils étaient pas peut-être pas encore très bons, mais il faut trouver le rythme. Et là, ils s'en rapprochent et ils font le travail face à quand même par contre, en face, une équipe qui est quand même d'une faiblesse Ouais. abyssale. Ouais, abyssal. En effet, tu l'as dit, les deux équipes qui sont désormais à 2-2, c'est vrai que c'est les Bengals qui arrivaient avec un bilan positif, les Broncos qui arrivaient avec un bilan négatif. Les deux équipes sont au même bilan et nul doute que les courbes pourraient s'inverser. Pour terminer juste sur l'attaque, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le jeu au sol est très important dans cette équipe-là, pour une équipe de Sean Payton en généralité, mais pour cette équipe-là, elle permet de maîtriser le rythme, elle permet d'avancer et tu l'as dit, ça devient plutôt très, très solide. Et puis on a un Bonix qui est propre, qui distribue, qui peut faire marcher ses jambes aussi quand le jeu au sol fonctionne, Hmm. ça peut laisser de la place. Donc c'est vrai que c'est assez satisfaisant. La défense en face, on le sait, elle va être très bonne. Un Pat Surtain qui est sur la lignée de ce qu'il faisait l'année dernière. La défense au global, elle est très bonne. Elle met beaucoup de pression sur la durée du match. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui est en train de monter en puissance. En face, tu l'as dit, pour terminer, c'est beaucoup plus compliqué. L'absence de Joe Burrow commence à se faire sentir. Je voulais parler un peu de Ja'Marr Chase parce que même s'il n'y a pas son quarterback, il est un peu en dedans quand même. Qu'est-ce que tu en penses? Il l'aide pas forcément son quarterback. Là, sur ce match-là, il est à 23 yards. Il a dépassé les 50 yards, qu'une seule reprise, c'était face aux Jaguars. Il fait 165 yards, certes, mais sinon, c'est 26 yards, 50 yards, 23 yards. Pour un joueur qui est annoncé comme le receveur, le meilleur receveur de la ligue, très certainement, avec Justin Jefferson, il n'est pas aidé par son quarterback, mais c'est le genre de receveurs qui sont censés, pour moi, faire évoluer, en tout cas faire progresser ou élever le niveau du quarterback qui parfois peut être moyen. Et là, on a l'impression qu'il a du mal en ce début de saison. C'est vrai qu'il a peut-être un peu de mal et notamment il n'arrive pas beaucoup à prendre 2 yards après réception aussi pour faire un peu gonfler les stats. Il se démarque pas toujours de la bonne manière. Après, ce qui me fait un peu hésiter, c'est que je trouve aussi qu'en fait le souci c'est peut-être un peu dans le play call et donc ce qu'on demande à Jake Browning. Dans le sens où j'ai pas vu, en tout cas sur ce match, j'ai pas vu Jake Browning tenter de lancer des passes sur Chase alors qu'il était couvert, tu vois, et en se disant, ok, Jamar Chase va faire la différence en 50-50. J'ai l'impression que le problème, c'est que Jake Browning, quarterback remplaçant, il veut pas trop faire de bêtises ni rien, et du coup, il attend vraiment que son receveur soit démarqué tout seul. Et le problème, c'est que pour le moment, Jamar Chase est pas enfin, soit n'arrive pas à se démarquer, ce qui Pour est, moi, ce qui c'est est ça le possible. souci. Enfin, c'est comme tu dis, c'est que c'est un joueur qui est censé pas être tout le temps en 50-50 et qui est censé arriver à se démarquer. Ouais, mais j'ai pas revu chacun de ces tracés de ce match notamment et tout, donc là, je sais pas trop, mais je sais pas, sincèrement, je sais pas si c'est lui qui n'arrive pas à se démarquer ou si c'est aussi une partie des tracés qu'on lui demande, où on lui demande des tracés tout droits, ou c'est pas des tracés où tu te démarques forcément non plus beaucoup, tu vois. C'est là où voilà, je me demande un peu, est-ce que ça vient aussi de ce qu'on lui demande de faire comme type de tracé, et est-ce que
peut-être tort partagé. Je me demande si c'est pas un peu tort partagé dans cette histoire. À surveiller tout de même. Et surtout, c'est pas Mm. le seul problème à Cincinnati. Il y a 11 pénalités sur ce match-là. Il y a une ligne offensive qui est toujours extrêmement poreuse. C'est toujours les mêmes soucis, malheureusement, sans Joe Burrow. Ça peut être très compliqué. Et en même temps, même avec Joe Burrow, la ligne offensive, et on l'a vu, ça l'amène à l'infirmerie. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas évident. Les Bengals, du coup, si tu as suivi, Raph, ils jouent qui la semaine prochaine? Eh bien, il joue les Lions. Voilà, les Lions. Les Hein, Lions, hein. avant de jouer les Packers, donc ils font une petite NFC Nord sur 2 semaines. Ça peut vite faire un 2-4 assez rapidement, d'autant que Joe Burrow n'est pas prêt de revenir pour l'instant. Les Broncos, je l'ai dit tout à l'heure, iront à Philadelphia. Là, ça va être un match plutôt sympa. Et si les Jaguars étaient l'équipe poil à gratter de cette AFC, on peut se le demander parce qu'il y a eu une nouvelle victoire de Jacksonville, la deuxième consécutive. Cette fois, c'est sur la pelouse des 49ers, 21-26. Jacksonville a profité de sa défense et de 4 pertes de balles de San Francisco pour prendre le score d'entrée et ne plus jamais le lâcher. Ils ont ensuite tenu, même quand les Californiens ont eu un drive pour passer devant, ils ont réussi à tenir. C'est un peu la question. Il y en a une par podcast, il y en a une par semaine, Raph. On retient la victoire des Jaguars. Est-ce que pour toi, c'est les Jaguars qui ont gagné ce match-là ou c'est les 49ers qui ont perdu ce match-là? Ah, je trouve que quand même les Jaguars se le gagnent, notamment leur défense. C'est vrai elle arrive à créer les bons turnovers dans des actions clés. Il y a 3 turnovers de mémoire sur ce match de leur part. Et à chaque fois, après ces turnovers, Jacksonville marque 17 points vraiment successifs à ces pertes de balles qui notamment permet à chaque fois à l'attaque de repartir du camp adverse. Donc je trouve qu'ils se le créent aussi. Ils mettent Trevor Lawrence, là je repars du côté attaque, mais Trevor Lawrence s'est mis quand même dans des bonnes conditions. Il subit peu la pression. La ligne ouvre des belles brèches pour le jeu au sol. Donc certes, ils battent un adversaire qui a beaucoup de soucis actuellement, qui est pas à 100%, mais je trouve quand même qu'ils font ce qu'il faut pour s'offrir cette victoire et elle est pas tant au raccro que ça. Donc c'est positif quand même pour Jacksonville qui revient de loin, je trouve aussi, tu vois, c'est aussi ça, quoi. Il y a 4 turnovers dans ce match-là, 2 fumbles, 2 interceptions. Et surtout, ce qui est significatif, c'est que ça fait 13 depuis le début de la saison pour cette défense des Jaguars. C'est l'équipe qui provoque le plus de pertes de balles. Donc c'est une tendance. C'est pas quelque chose juste sur un match ou une Mm. équipe en face, c'est une tendance. Et c'est plutôt important, tu l'as dit, avec une attaque en plus qui fonctionne bien. Liam Cohen a redonné vie à Trevor Etienne. Il est à plus de 120 yards, Trevor Etienne sur ce match-là, à la course, qui l'aurait cru l'an dernier. Donc c'est vrai qu'il y a du bon, il y a du très bon. Et puis dans cette AFC Sud, en plus, on va en parler tout à l'heure, avec des équipes qui ont pris un peu de retard, même si les Colts étaient devant. Mais voilà, les Jaguars sont à 3-1, à égalité avec les Colts désormais. Donc ça peut être intéressant. En face, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, quand on parlait du match de jeudi soir, il y a énormément de blessures pour les 49ers. Il y a des pertes de balles en plus de Brock Purdy qui revenait, mais pas que. Il y a Christian McCaffrey qui lâche un ballon qui part dans les mains adverses. Il y a un fumble qui est d'un de ses receveurs dont je ne sais plus exactement qui c'est. Donc il y avait beaucoup de choses. C'était compliqué même à domicile de battre cette équipe-là. Ricky Pershall est sorti blessé au genou. Encore une blessure. Je te vois lever les yeux au ciel. Tout n'est pas parfait pour les 49ers et en plus ils sont pas aidés. Non, non, tout n'est pas parfait, ils sont pas aidés. T'as aussi des vilains drops de mémoire. C'est à un moment, c'est Kendrick Bourne qui fait un drop énorme, Oui. plein milieu du terrain tout seul, alors que c'est une troisième tentative. Enfin, que Et que c'est touchdown. ouais, c'est quasiment touchdown derrière, ou en tout cas, il tombe à 5 mètres de peut-être de la end zone et derrière, tu peux essayer de dérouler. Enfin, c'est très très compliqué. Il y a ces blessures qui s'accumulent. Côté offensif, un des autres soucis quand même de ce début d'année que Shanahan n'arrive pas à régler, c'est quand même le jeu au sol. Le jeu au sol a du mal à performer. Christian McCaffrey est sur des moyennes de yards par course très faibles. 17 courses, 49 yards. Ouais, et sur l'ensemble de la saison, c'est même un peu en delà de mémoire. Sur l'ensemble de la saison, il est autour de 3,2 yards pour le moment. Brian Robinson, le coureur numéro 2, est pas beaucoup utilisé pour essayer de l'aider là-dessus. Ligne offensive un peu moins impériale. Et du coup, c'est vrai que quand même, cette attaque des 49ers, bon, le jeu au sol, la capacité à bien bouger le ballon, c'était aussi important pour ouvrir le jeu aérien. Et là, tu as aussi du mal. Tu as un Brock Purdy qui a plus beaucoup de cibles, qui revient de blessure. Donc tout est un peu compliqué en fait. C'est vraiment ça. C'est cette impression que tout est compliqué. Et en défense, premier match sans Nick Bossa, une seule pression mise.
Ça aussi, ça va être compliqué. Si tu n'arrives pas à mettre la pression sur l'adversaire plus d'une fois par match, c'est quand même compliqué de battre une équipe où le quarterback adverse peut lancer sereinement. Donc le bilan est bon, ils sont encore dans la lutte, tout ça, mais Oui, parce que c'est leur première défaite, hein. tu sens que ça tire sur la corde quand même, hein. Il faut pas grand-chose pour que ça parte en Ouais. cacahuète. Parce qu'en effet, c'était leur première défaite. Donc ils étaient à 3-0, mais même leurs victoires, on s'en rappelle, elles sont pas à Ouais. l'arraché, mais elles sont souvent en fin de match. Et il va falloir se remobiliser rapidement parce que j'ai dit ça jouera jeudi. Pour les Jaguars, il y a un peu plus de temps. Ce sera le Monday Night Football face aux Chiefs. Là aussi, ça va être sympa. C'est plutôt un match, et ça sera à domicile Mm. en Floride. Ça va être un match qu'on aura envie de voir. On reste justement dans cette AFC Sud avec ce match entre les Texans et les Titans. On a le Fanny de la semaine, on l'a eu la semaine dernière. Ah, cette semaine, c'est bien les Titans qui terminent à 26-0. Ils s'inclinent 26-0 face à Houston. C'est la première victoire des Texans cette saison. Tout n'a pas été parfait hein, parce qu'il y a un 26-0, mais il a fallu attendre le quatrième quart-temps. Ils étaient à 6-0 dans le troisième quart-temps, justement. C'est la défense qui a encore une fois gardé cette équipe-là dans le match. C'est venu tard. Mais au moins, on a vu trois touchdowns dans les 15 dernières minutes, Raph. Ça, on ne l'avait pas vu depuis un moment. Certes, il y a les Ouais. Titans en face, mais on s'accroche aussi à l'espoir qu'on peut avoir chez les Texans. La défense est toujours aussi bonne et l'attaque arrive par moment, a réussi en tout cas par moment à marquer ces touchdowns-là. Pardon, il y en a trois sur le dernier quart-temps. Non, mais t'as raison, faut s'accrocher à ça, d'autant plus que quand même ils arrivaient avec un bilan de 0 victoire pour 3 défaites. Donc il y a un moment, il fallait aussi arrêter cette spirale de défaites et gagner ce match. Et ils l'ont fait, ils ont quand même fait ce qu'il fallait faire, ce qui est important pour l'équipe. La défense continue à être très bonne. Et donc oui, c'est surtout en attaque où il faut essayer de repartir là-dessus avec la bonne nouvelle aussi peut-être du coureur rookie qui fait un très bon match. Et allez, si ce jeu au sol arrive peut-être enfin à avoir de la constance et de la régularité, ça peut quand même soulager un CJ Stroud qui est en difficulté, qui est toujours sous pression. Ça peut quand même permettre à cette attaque de reprendre un peu de vie. Donc on va espérer qu'ils arrivent à surfer sur cette dynamique, ouais. Ouais, c'est Woody Marks, le coureur rookie, tu le disais, qui a fait plus de 100 yards derrière Mm. derrière la ligne de scrimmage avec 69 à la course, 50 à la réception. C'est vrai que c'est une belle trouvaille et ça peut aider cette attaque. Les Texans, on le rappelle, qui étaient à 0-3, tu l'as dit, alors qu'ils n'encaissaient que 13 points par match. C'est quand même C'est plutôt. délirant. Ouais. Et du coup, ils sont à 1-3 là désormais avec cette moyenne de 13 points par match qui est descendue justement avec ce 0 point. Donc c'est quand même, comme tu l'as dit, c'est quand même délirant. En face, il y a Callahan qui avait laissé le play calling à son coach des quarterbacks, Beau Hardigri. Désolé si j'ai écorché son nom. C'est pas beaucoup mieux. La défense, elle a résisté à un moment, mais il y a des pertes de balles et en plus, ça met les Texans dans des zones dangereuses qui les aident pas pour cette défense. On est toujours sur le même principe. Il y a pas de progression, on a l'impression, avec cette équipe de Callahan. Mm. Ouais, il y a pas de progression. Si je dis pas de bêtises, il rate même 2 field goals sur ce match. Enfin, tout est vraiment globalement mauvais. Tous ratent un peu de partout. Pas de régression. Je suis même pas loin de penser presque. Enfin, pas de progression. Je suis même pas loin de penser même que ça régresse presque de semaine en semaine. Ils sont à 0 point quand même cette semaine. Donc bon, j'ai quand même, on l'a déjà dit la semaine dernière et on va se répéter. Je pense qu'on va beaucoup se répéter cette saison. J'ai un peu le sentiment quand même que qu'on a fait le tour de la question autour du coaching et que bah maintenant l'ambition c'est peut-être d'essayer de tirer le maximum ce que tu peux de Cam Ward en attendant l'an prochain, mais ça fait pas beaucoup quoi. Ouais, essayer de le faire progresser justement, mais comme tu le dis, ça fait pas beaucoup. Les Titans qui joueront dans l'Arizona la semaine prochaine, les Texans, eux, qui joueront à Baltimore. Là encore, c'est, je crois, un affrontement entre deux équipes qui sont à 1-3, Mhm. si je ne me trompe pas, et deux équipes qu'on annonçait très haut. Donc ça veut dire qu'à la fin du match, il y en aura une à 1-4. Ça aussi, ça va être intéressant à regarder. On passe à une victoire amère pour les Dolphins. Miami qui a empoché son premier succès de la saison. On parlait d'équipe à 1-3. Désormais, les Dolphins le sont. C'était face à un rival de division, les Jets, une victoire 27-21 qui s'accompagne malheureusement d'une grave blessure, celle de Tyreek Hill, qui devrait manquer toute la saison probablement. C'est très récent, on n'a pas exactement l'info, mais quand on a vu la blessure, si vous l'avez vu, et le fait qu'il a passé la nuit à l'hôpital, blessé au genou, Tyreek Hill ne devrait pas jouer.
malheureusement pour les Dolphins. Sur le match en lui-même, le score est un peu flatteur même pour les New-Yorkais parce qu'ils marquent 10 points dans le quatrième quart-temps alors que les Dolphins étaient assez loin. Ils ont plié ce match-là, les Dolphins assez tôt, avec et sans Tyreek Hill, puisqu'ils ont même été bons après. On a un Darren Waller qui fait son retour en NFL avec 2 touchdowns. C'est un retour plutôt sympa. On est les... Petit à petit, Raph, cette attaque, on a l'impression qu'elle commence à reprendre un petit peu de rythme, pas encore le rythme excellent qu'on a connu, et même pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, si je me trompe pas. Mais petit à petit, ça fait plusieurs semaines qu'on voit de bonnes choses pour l'attaque tout de même. Oui, c'est un peu mieux en attaque, effectivement. Même Hill, avant sa blessure, on revoyait un peu des jeux où Hill, en motion, en mouvement, avant le snap, commence à prendre un peu d'élan et rapidement trouver pour gagner du yard après réception. Enfin, on sent effectivement que ça revient progressivement, toute proportion gardée, bien sûr, mais que ça revient. Après, le truc, c'est que ces Dolphins-là, ils ont quand même souvent l'habitude de battre les équipes plus faibles qu'eux. C'est pas tant le problème, c'était pas tant le problème de Miami ces dernières années. C'était plus de battre les équipes avec un bilan positif pour Miami le souci. Donc là, ils y arrivent, c'est bien, c'est positif. Et ça fait toujours du bien de toute manière de débloquer le compteur. Et même, pareil, le jeu au sol est pas mal. Enfin, je suis d'accord, mais disons que en face, il y a 2 pertes de balles, il y a 13 pénalités, il y a quand même beaucoup de cadeaux offerts. Voilà, moi j'attends quand même de voir Miami face à un peu plus sérieux, quoi. Ouais, je te trouve un peu dur. Alors oui, c'est sûr que si on imagine un Miami outsider de cette NFL, oui, je suis d'accord avec toi. Malheureusement, je pense que Miami n'est plus à ce niveau-là et Miami a simplement besoin de commencer à regagner des matchs, entre guillemets. Alors je suis d'accord avec toi, il faut les voir contre des équipes au bilan positif, mais bon, si je me rappelle bien, ils perdent un match contre les Patriots, qui étaient censés Oui. quand même être une équipe plus faible qu'eux. Donc bon, moi je trouve qu'il y a quand même du positif. Il y a ce retour de Darren Waller, je l'ai dit, qui fait du bien, notamment pour la zone rouge, ils Mm. sont à 3 sur C'est vrai. 4. Il y a une attaque qui est plutôt équilibrée, 31 courses avec un bon jeu au sol, tu l'as dit, contre 25 passes. Il y a un play calling qui est quand même redevenu un petit peu mieux. Je suis le premier à taper sur McDaniel pour le coup, mais là je l'ai trouvé avec un play calling plutôt sympa, avec du rythme. Donc bon, je ressors de ce match-là quand même avec malheureusement cette blessure de Tyreek Hill, mais avec quelques espoirs pour l'attaque. À voir, c'est vrai, ça jouera les Panthers la semaine prochaine. Donc si on suit ta logique, ça devrait gagner et on l'espère pour les Dolphins, mais à voir. Après, en face, c'est vrai que c'était pas excellent, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a Justin Fields qui est revenu, mais c'est toujours la même rengaine, c'est toujours les mêmes, Ouais. la ligne offensive qui est compliquée. Il y a eu du bon jeu au sol sur ce match-là, 197 yards gagnés au sol entre Tyreek Hill et Bryce Hall, mais le problème, c'est qu'ils ont été menés très rapidement, ils ont été obligés de beaucoup lancer. Il y a 400 yards au global, mais c'est plus du garbage time. Ils font 0 sur 2 dans la red zone, 13 pénalités, tu l'as dit, 3 balles perdues. C'est là encore, on n'est qu'à la quatrième semaine, mais on se répète pour les Jets. Oui, c'est compliqué du côté des Jets. C'est toujours ces erreurs individuelles, ces erreurs collectives qui pénalisent. Et effectivement, le problème, c'est que là, l'équipe, elle est bâtie autour de Justin Fields et du jeu au sol et de la capacité de Fields à s'échapper aussi de la poche ou à bien courir sur des jeux de run design pour le quarterback, tout ça. Mais le problème, c'est que du coup, une fois que tu as beaucoup de points de retard, en fait, quand les Jets étaient à moins 14 points, on savait qu'ils ne reviendraient pas parce que ils n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir jouer up-tempo. Justin Fields ne sait pas jouer vite en attaque et enchaîner les passes. C'est pas quelque chose qu'il sait faire. Et j'ai bien peur que malheureusement pour lui, il ne sache jamais le faire maintenant. Donc c'est compliqué. À la passe, c'était encore compliqué. Heureusement que tu as Garrett Wilson sur quelques jeux de passe qui te permet de vraiment sortir la tête de l'eau. Le receveur des Jets, qui est le seul à pouvoir un peu émerger. Mais ouais, l'attaque est trop compliquée. Et la défense, il y a beaucoup d'erreurs individuelles aussi, hein. Donc, c'est un peu compliqué. Ouais. Ça joue les Cowboys la semaine prochaine, donc ça peut finir, ça peut exploser. On les a vu les Jets face aux Steelers en tout début de saison. Oui. Ça peut finir en 41. De toute façon, Oui. avec les Cowboys, ça finit souvent en 41, Oui. 40, 45. Voilà. Si vous voulez des points, vous regardez le match des Cowboys. Et si vous voulez être une équipe pour se rassurer sur votre attaque, vous jouez les Cowboys et ça peut le faire. Mhm. Donc, à voir. On va rester en AFC Est avec l'une des deux équipes. J'étais en train de faire le calcul. L'une des deux équipes invaincues, il n'y en a plus que deux. Il y a les Eagles d'un côté et il y a les Buffalo Bills de l'autre parce qu'ils continuent leur parcours parfait. Quatrième victoire en autant de rencontres. Cette fois-ci, ils ont disposé des Saints 31-19.
c'était à domicile. Le score est quand même assez flatteur parce que les Saints étaient revenus à 2 points de Josh Allen et les siens dans le quatrième quart-temps. Mais là encore, à l'image de ce qu'on a dit pour les Lions tout à l'heure, peut-être, le talent a fait la différence et on les a vus accélérer dans le quatrième quart-temps les Bills, malgré le fait que le début de match a été un peu, les Américains diraient un peu sloppy, un peu en dilettante, entre guillemets, pas tout à fait le pied sur l'accélérateur. Quand il a fallu accélérer, ils ont gagné ce match-là. C'est vrai que c'était oui, en dilettante, c'était vraiment poussif au début. Et comme tu l'as dit, c'est le côté clutch. C'est Josh Allen, notamment dans le quatrième quart. Je pense notamment à cette course où il s'échappe sur une trentaine de yards, où vraiment, ça lance une dynamique. T'as un sac de Joey Bosa sur la dernière série des Saints, pareil, qui vient vraiment entériner encore une fois la défaite. Enfin, ils font les grosses actions qu'il faut au moment où il fallait dans le quatrième quart, comme une équipe vraiment sûre de ses forces et meilleure le fait finalement tout en gestion. Je trouve le score à la fois effectivement un peu flatteur pour les Bills et en même temps tu sens qu'ils étaient quand même meilleurs et qu'il fallait et qu'ils avaient de quoi gagner ce match quand même assez sereinement. Donc voilà, la petite inquiétude quand même, c'est peut-être cette défense contre la course de Buffalo qui continue, qui était déjà l'an dernier une difficulté, une défaillance en playoff, et qui là continue sur un rythme vraiment négatif, je trouve, en ce début de saison. Bah justement, ils encaissent, j'ai la statistique, 189 yards sur ce match-là Hmm. au sol, 5,6 yards par portée, c'est beaucoup trop. On se rappelle lors Ouais. du match 1 d'Eric Henry qui s'était fait plaisir au sol notamment. C'est tout simplement la pire défense de la ligue. Alors après, ça peut s'expliquer, il y a l'absence d'Ed Oliver pour l'instant, il y a l'absence de Matt Milano qui sont des éléments importants face à la course. Mais c'est vrai que tu le disais, c'était déjà un souci l'an dernier. Pour l'instant, c'est pas significatif cette saison parce qu'ils arrivent à gagner les matchs. À voir quand les matchs vont être un peu plus tendus, il faudra voir. Donc il faudra vérifier. Tu parlais beaucoup de Josh, en tout cas on parle beaucoup de Josh Allen. James Cook, une petite pensée quand même pour lui parce que 117 yards au sol, un Oui. touchdown, c'est l'un des running backs peut-être. J'avais envie de dire sous-côté peut-être, mais j'ai l'impression qu'on est en train de vraiment le coter à sa juste valeur. James Cook, il est incroyable et son tandem avec Josh Allen est très bon. Un petit mot sur les Saints parce que j'ai été le premier et nous, d'ailleurs, on était ensemble, on a été les premiers à leur taper dessus la semaine dernière. Ils ont à minima montré du caractère avec des lignes qui ont essayé de batailler dans les tranchées face à des lignes de Buffalo qui sont plutôt compliquées. Il y a des erreurs encore, forcément, hein. Il y a une interception dans la zone rouge avec un Philly spécial qui a été un peu, un peu mal géré. Je ne sais pas si vous avez vu l'image, mais voilà, ils ont montré du caractère à minima par rapport à la semaine dernière face aux Seahawks, si on s'en rappelle. C'est meilleur signe. J'essaie de trouver des motifs de satisfaction. Non, mais t'as raison, c'est une équipe qui est quand même globalement beaucoup plus faible que Buffalo. Et ils arrivent à leur tenir tête, ou en tout cas à les regarder dans les yeux pendant trois quarts temps. Après un match mauvais la semaine dernière, le fait que Kellen Moore arrive à remobiliser son équipe, à sortir une bonne prestation la semaine suivante, c'est déjà vachement positif, je trouve aussi, hein. Ça prouve que le coach a quand même un ascendant sur son groupe, qu'il arrive à en obtenir quelque chose, qu'il arrive à les mobiliser, parce que ça serait facile pour les Saints déjà à 0-3 de se dire, ok, on va jouer à Buffalo, on va y aller tranquille, parce que de toute façon, on va se faire battre, et ça pourrait être un peu un truc facile, et pourtant, ils y vont quand même, donc ils font tout ce qu'ils peuvent. Donc moi, je trouve que c'est positif pour la suite, pour Kellen Moore, à ce niveau-là, ouais. La suite, ce sera face aux Giants pour les Bills. Ce sera le match de dimanche soir, le Sunday Night Football. Et ce sera face aux Patriots, un duel d'AFC Est, un match qui est souvent intéressant à regarder. Justement, Mm. le futur adversaire des Bills, les Patriots, reviennent à 50% de victoire, de défaite parce qu'ils ont battu les Panthers sur une belle victoire. C'est Carolina qui avait marqué le premier touchdown de cette partie, 7-0 sur le premier drive, sauf que dans la foulée, ils n'ont mis aucun point et ils en ont pris 42. 42-0 sans pouvoir répondre. Il a fallu attendre la fin de match pour que Carolina marque encore un touchdown. Ça a fini à 42-13. Mais chez les Patriots, les voyants sont ouverts. Je vais te dire un petit peu tout ce que j'ai vu chez les Patriots et tu vas me dire qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette victoire. J'ai vu un Marcus Jones qui a été très bon sur retour de punt, qui marque un touchdown et qui se régale aussi sur d'autres retours de punt. Il n'y a aucune perte de balle, alors que la semaine dernière, il y avait 5 pertes de balles face aux Steelers. Il y a le premier match de Stephen Diggs à 100 yards. C'est la première fois depuis quasiment 2 ans. Il y a le retour de Christian Gonzalez sur les lignes arrières qui fait du bien aussi. Et il y a un 4 sur 4 dans la red zone qui est aussi, on le sait, un problème pour les Patriots depuis un moment. Qu'est-ce que tu retiens de cette victoire-là, de tout ce que je t'ai dit? Ou peut-être as-tu autre chose? Non, non, ça rejoint plusieurs de tes points. Je trouve que c'est l'attaque. L'attaque est en train vraiment de prendre forme et de prendre rythme. Le coordonnateur offensif
Josh McDaniels est en train quand même de faire passer un cap à Drake May. Alors Drake May, le quarterback de deuxième année, le passe peut-être aussi par lui-même, hein, ce cap. Il progresse aussi de manière naturelle, mais tu sens que cette attaque est en train de comprendre et de maîtriser un peu tout ce qu'elle peut faire. Drake May est de plus en plus serein à la passe. Les cibles d'un match à l'autre varient. Là, effectivement, pour la première fois de la saison, on trouve Stephen Diggs. Il y a 2 semaines, c'était Hunter Henry qui avait eu 2 touchdowns. Enfin, c'est varié, on multiplie les options. Drake May n'hésite pas aussi des fois à sortir de la poche sur des jeux de course appelés. Le jeu au sol, le comité est hyper complet. Il y a un style assez complet. Donc moi je trouve que et la ligne offensive, par exemple, le rookie Will Campbell fait énormément bien sur cette ligne offensive. Je trouve que cette attaque est en train de prendre un vrai rythme et devient vraiment intéressante à regarder. Et c'est une des principales différences avec l'an dernier pour moi. Ouais, un peu d'amour pour Josh McDaniel, je suis d'accord avec toi. Il se fait beaucoup taper dessus pour ses passages en tant que coach principal, et a raison, parce que ça a été à 2 reprises catastrophique. Mais pour le coup, à chaque fois qu'il est. Alors, ça a été souvent aux Patriots, mais quand il est coordinateur offensif, il y a quand même un beau CV, parce que ça a été avec Tom Brady. Certes, c'est plus facile quand on a Tom Brady et Bill Belichick, mais quand même, ça a été l'un des seuls à pouvoir faire avancer l'attaque de Mac Jones. On a vu quand il est parti que Mac Jones a eu beaucoup plus de mal. Là, comme tu le dis, il est en train de faire passer un cap à Drake, mais je trouve que ça fait partie, et on le dit souvent, de ces personnes, de ces coachs qui sont bien meilleurs coordinateurs que entraîneur principal. Mais il en faut, et il faut des très bons coordinateurs, et ça fait partie des très bons coordinateurs offensifs. Je suis d'accord avec toi, et c'est de bon augure pour les Patriots. Ça jouera les Bills la semaine prochaine, donc peut-être que ça sera compliqué. Encore que, on a dit, il va falloir peut-être trouver des ouvertures au sol. En face, on Mm, a, on a des Panthers qui sont en difficulté. J'ai essayé de lancer le thème la semaine dernière, que je disais que je ne me couperais pas les cheveux tant que Bryce Young ne mm, ferait pas mm. 2 matchs consécutifs de bons. Bah, malheureusement, je vais pas me couper les cheveux. Alors, je pars de loin, ça va, mais je vais pas me couper les cheveux encore cette semaine, parce que Bryce Young, après un bon match la semaine dernière, ça a été beaucoup plus compliqué cette semaine. C'est ça, ça a été de nouveau compliqué. De toute manière, cette équipe des Panthers est pas Bryce Young, hein, et plus globalement cette équipe des Panthers est pas capable d'enchaîner depuis maintenant pas mal de temps. Ouais, c'est compliqué en attaque, c'est compliqué en défense. C'est pas que ouais, j'ai presque envie de dire, je sais pas trop quoi dire en fait, parce que d'un match à l'autre, ils montrent tellement des choses différentes que tu sais pas vraiment leur niveau réel, qu'est-ce qu'ils valent vraiment. T'as l'impression que ça marche vraiment que par à-coup. Ça manque de talent. Moi, je reste persuadé que de toute façon, ça manque de talent globalement, hein. Dans cet effectif, il y a pas de doute là-dessus. Mais même collectivement, il n'y a pas vraiment de dynamique. Quand ça se passe mal, t'as pas le sentiment qu'il y a, que ce soit sur le banc ou sur le terrain, des leaders capables d'essayer de remettre un peu l'équipe dans le bon sens. Donc oui, saison qui s'annonce un peu moyenne quand même. C'est intéressant ces matchs-là, parce qu'ils ne payent pas de mine, mais moi j'appelle ça des matchs power ranking, c'est-à-dire c'est des équipes où on les voit avant le match assez similaires, où on se dit il y a des Hmm. courbes qui sont un peu. Les Panthers sortaient d'un match où ils n'avaient pas pris un point, ils avaient exposé les Falcons, les Patriots venaient de perdre, et on se disait, bah, c'est un match qui peut définir où est-ce qu'on va mettre cette équipe-là, est-ce qu'elle regarde un peu plus vers le haut ou un peu plus vers le bas. Et là on le voit, les Patriots sont plus vers l'ascendant, même si tout ne sera pas égal, et on l'a vu la semaine dernière, mais il regarde quand même un peu plus vers le haut, il y a plus de talent, il y a plus de choses. Les Panthers sont quand même plus attirés vers le bas. Alors oui, il y aura des semaines où Hmm. ça sera mieux, comme tu l'as dit, mais c'est vrai que globalement, déjà, ça manque de talent, et c'est un peu plus vers le bas. C'est ces matchs-là qui sont souvent intéressants à regarder, peut-être pas les plus spectaculaires, mais qui sont souvent intéressants à regarder pour définir un peu ce qu'est une équipe. Voilà. En tout cas, les Patriots donc joueront les Bills, Sunday Night Football, les Panthers joueront les Dolphins, encore une équipe de cette AFC Est. C'est ainsi qu'on termine l'épisode 899 du podcast Touchdown Actu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés, d'avoir fait un petit peu tout ça sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube aussi. On est désormais sur YouTube. Merci Raph d'avoir été avec moi. Repos jusqu'à la semaine prochaine. Tu fais pas un back-to-back-to-back, non? Non, 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 pas de triple couronne cette semaine. Très bien, très bien. On te met un peu dans le formol, et on te récupère lundi prochain. Merci beaucoup. Retrouvez-nous aussi sur le site touchdownactu.com et sur les réseaux sociaux. Et on se dit à très vite demain pour la 900e, qui sera pas particulière forcément, même s'il y a quand même Raoul et Victor. Donc c'est toujours un peu particulier quand il y a Raoul et Victor. Voilà. Je vous leur fais un cœur avec les doigts. Pour ceux qui sont en podcast, ben, vous le voyez pas, c'est tant pis pour vous. Vous avez qu'à être sur YouTube. Allez, ciao, ciao! Time is ticking, time is ticking, don't get up, don't get up, time is ticking, time is ticking.